Laisse béton. Pour tout le monde, c'était un renoncement à une carrière éventuelle. Et moi, je leur ai dit, mais non, en fait, je vais réussir à la campagne. C'est pas je vais renoncer à tout et je vais vivre comme une ermite. Non, je vais réussir à la campagne. Et ça, non, en fait, les gens n'y croyaient pas. Enfin, mais même nous, on n'arrivait pas à le formuler comme ça nécessairement, mais... Chaque histoire d'installation à la campagne est singulière. À l'origine de la décision de quitter la ville, on trouve un désir, une intuition, des convictions, voire un engagement. Le témoignage de Claire Desmar, que vous allez entendre dans cet épisode, ne va pas vous laisser indifférent. Soucieuse de mettre en cohérence son engagement pour l'écologie avec son travail et son mode de vie, Claire a quitté la ville de Lille en 2011. Avec son conjoint, elle s'est installée dans une ferme de Bretagne Sud pour bâtir de toutes pièces une production bio de plantes aromatiques et médicinales et un café-librairie. À partir de cette expérience et des rencontres qu'elle a provoquées, Claire a écrit un livre qu'elle a appelé « L'exode urbain, manifeste pour une ruralité positive » et que je vous recommande vivement. Que le récit que vous allez entendre vous paraisse proche de vos aspirations de vie rurale ou pas, l'énergie qui s'en dégage est résolument enthousiasmante. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de me recevoir. Claire, je vous interviewe aujourd'hui parce que vous avez écrit un bouquin qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle « L'exode urbain, manifeste pour une ruralité positive ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où est née l'idée de ce livre et qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire entre 2 confinements, c'est ça ? Alors, je l'ai écrit avant le premier confinement. Et c'est ça qui est assez drôle. C'est que c'est un livre à la base que j'ai eu du mal à défendre. Parce que j'avais cette intuition et cette intime conviction que l'avenir était à la campagne. On va se dire les choses, avant le Covid, c'était pas un sujet très grand public. Cette intuition, c'est celle qui m'a menée à partir vivre à la campagne il y a 11 ans. Et puis c'est celle aussi qui a mûri parce que donc on a, avec mon ex-mari, créé un café-librairie sur une ferme bio de plantes aromatiques et médicinales. Donc on a créé ce projet à partir de 2010-2011 et on l'a fait vivre. Et donc on avait une ferme qui était ouverte au public. Et donc j'ai reçu sur la ferme beaucoup de gens qui venaient aussi pour ça. Aussi parce qu'ils s'interrogeaient sur le fait de monter un projet, de partir vivre à la campagne, d'aller chercher un autre mode de vie, d'aller chercher plus de cohérence entre leurs aspirations, leurs valeurs et leur vie quotidienne. Et à force de questions qui revenaient, qui étaient quand même un peu tout le temps les mêmes, de parcours, de témoignages qui avaient souvent beaucoup de choses communes, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc au fur et à mesure, je me suis mis à prendre des notes sur ces témoignages, sur les questions qui m'étaient posées, pour nourrir une réflexion un peu plus large. Et j'ai vraiment souhaité que ce format se soit à cheval entre un témoignage et un essai avec un message politique à porter. C'est pour ça qu'il y a une part de notre histoire dedans. Et en même temps, il y a aussi le côté manifeste, parce que pour moi, il y avait quelque chose à affirmer sur la ruralité que je sentais pas porter en fait dans l'espace public. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre histoire à vous. Donc, vous êtes née au Havre, je crois, et vous avez grandi en milieu rural ? Alors moi, j'ai grandi à la campagne, enfin, dans une des définitions, parce que la campagne, ça n'existe pas, mais dans une autre zone rurale, dans une commune de 700 habitants, entourée essentiellement par l'activité agricole, mais par contre, une zone rurale qui dépendait énormément de l'activité industrielle, qui était en bas des falaises normandes où j'habitais. Vraiment, une région qui a un patrimoine industriel très fort, et puis les conséquences qui vont avec sur la santé, sur l'environnement.
Et puis, par contre, un quotidien qui était rural, avec cette liberté, avec... Enfin voilà, moi, je devais avoir 8-10 ans, je pouvais passer ma journée à vélo sur les chemins. Mes parents ne s'inquiétaient pas trop de où on était. On avait les petits copains du village. Et puis, j'ai eu des copines, on était dans la même classe de la maternelle à la terminale. Donc, j'ai quand même eu une enfance et une adolescence qui étaient marquées par des habitudes et par un mode de vie qui était rural. Vous partez à Lille faire vos études, c'est ça ? Oui, donc comme tous les ados, j'en pouvais plus de vivre à la campagne. Et puis je voulais vivre loin de mes parents, je voulais être une grande, je voulais être autonome. Donc je suis partie, j'avais 17 ans. Je suis partie faire une prépa parce que je voulais vraiment faire Sciences Po, je voulais vraiment faire de la politique. Mais j'étais pas du tout au niveau parce que j'étais dans un lycée de Cambrousse pourri où l'issue c'est pour les filles le BTS pour faire secrétaire, pour les mecs l'IUT pour faire l'industrie. On n'était pas du tout préparés en fait. Et quand j'ai passé mes premiers concours juste au niveau bac pour Sciences Po et que j'ai eu 3 de moyenne partout alors que j'étais clairement pas une bonne élève, j'étais très feignante. Ben là, je suis entrée dans un autre univers, un univers de stratégie scolaire, un univers de compétition, un univers de capital culturel où là, j'étais pas du tout outillée. Et j'ai eu la chance d'entrer dans une prépa très particulière. En fait, c'était à la fac à Lille, c'était la seule gratuite de France. Et c'était vraiment fait pour les gens comme nous. En gros, pour les non-bourgeois, non-urbains, n'ayant pas le capital social, économique, culturel pour accéder aux grandes écoles, avec des profs qui étaient hyper bienveillants. On n'avait que 12 heures de cours par semaine. Donc en fait, c'était seulement l'organisation du travail indépendant et la dynamique de promo qui nous permettait de nous débrouiller. Et des profs qui nous adoraient, qui voulaient donner tout pour qu'on y arrive et tout. C'était vraiment très chouette. Voilà, donc du coup, c'est partir là-bas qui m'a permis de quitter ma campagne et qui m'a permis aussi d'accéder à ce qui était mon rêve, c'est-à-dire d'étudier la science politique. Qu'est-ce que vous gardez de ces études de sciences politiques ? Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui ? Ah bah moi, c'était mon chemin de vie. Je veux dire, autant j'en avais pas foutu lourd jusqu'au bac, autant je me suis mis à travailler jour et nuit. Même mes parents n'ont pas compris. Parce que, bah voilà, clairement, c'était pas un chemin qui m'était nécessairement tracé. C'était pas leur aspiration non plus. Pour nous, enfin pour moi ou pour mon frère, d'aller suivre ce genre de parcours scolaire. Et en même temps, moi, j'y ai appris l'altérité, j'y ai appris à construire mes opinions, j'y ai nourri des combats, j'ai aussi découvert... j'avais jamais trop voyagé dans ma vie, parce que mes parents ne voyageaient pas du tout. Donc là, tout d'un coup, la mobilité internationale, les étudiants étrangers qui étaient présents aussi, enfin voilà, c'était vraiment un monde qui s'est ouvert à moi à cette époque-là. Et puis aussi la constitution d'un chemin politique et d'un engagement, déjà la conscience de classe, c'est-à-dire que tant que je vivais à la campagne, je me trouvais plutôt privilégiée. Voilà, mes parents m'avaient toujours envoyée en colo avec des gamins de la DAS et tout ça pour que j'ai conscience qu'en fait notre petite bulle là, voilà, il y avait des gens qui vivaient d'autres réalités. Mais par contre, j'avais aucune conscience de la réalité qui était au-dessus en fait. Et là, j'ai eu quand même un choc assez violent, quoi. Et évidemment, enfin voilà, pour le coup, les autres élèves qui arrivaient, ils n'avaient pas les mêmes parcours de vie du tout. Donc voilà, il y avait un gap assez fort et un peu une colère qui naît aussi à ce moment-là. Et puis la conscience qu'en fait, j'étais pas là par hasard et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, quoi. Donc voilà, et par ailleurs, j'ai appris plein de choses passionnantes, j'ai rencontré des gens géniaux. Ça a été vraiment une étape fondatrice pour mon parcours après. Vous commencez à travailler à Lille ? Vous restez en ville ? Oui, alors évidemment, après mes études, je ne savais pas quoi faire en fait. Puisque moi, j'avais fait Sciences Po parce que ça m'intéressait, la science politique. Mais en vrai, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ? Je ne savais pas trop. Donc, j'ai créé une boîte avec un de mes enseignants de l'époque, puis bon, ça s'est pas hyper bien passé. Donc du coup, après, j'ai bossé dans la formation pro. Enfin, j'ai un peu pris ce qui venait, quoi. Et puis, une fois que j'avais résolu le fait de me dire, ok, je peux manger, je peux payer mon loyer, j'ai des droits au chômage. En fait, tout d'un coup, je peux regarder aussi l'avenir différemment. J'ai eu envie de mettre en cohérence mes engagements avec mon travail. Et donc, j'ai pris le temps de faire une mission humanitaire. Et donc, je suis partie à Calais. J'envisageais de partir loin. Et en fait, il y a eu une manifestation à Calais, No Border. Et je suis allée à cette manif
parce que j'étais très investie dans le mouvement social à Lille, et Calais, finalement, c'était pas loin, quoi. Et j'étais jamais allée là-bas. Et j'ai vu la jungle de Calais, et là, je me suis dit, mais pourquoi je vais aller au bout du monde faire une mission humanitaire alors qu'il y a ça à côté de chez moi? Mais c'est juste pas possible, en fait. Et on est en pleine crise de l'Afghanistan, il y a 2000 personnes dans la jungle. Du coup, c'est la fin de mon CDD. Et j'ai dit à mon employeur, je vais arrêter, puis je vais aller faire quelque chose d'utile. Et donc, je suis allée passer 1 an dans la jungle à Calais. Et après, donc fin 2009, c'est l'évacuation de la jungle par Éric Besson. Et donc, à ce moment-là, tout le monde part à Paris. Tous les migrants partent à Paris. Bertrand Delanoë, qui était maire à l'époque, ne savait pas gérer ça, parce qu'ils n'avaient jamais eu cette situation. C'est tout Calais qui arrive dans le centre de Paris. Et donc, ils cherchent quelqu'un pour prendre la direction d'un centre d'hébergement d'urgence, qui parle pachtoun, qui connaît les publics, qui a un peu de background pour de la gestion, qui est capable de prendre une fonction de direction. Et donc, c'est Augustin Legrand, les enfants du canal, un mec qui avait beaucoup milité pour les personnes SDF, et Julien Bayou à l'époque, qui donne mon nom à Emmaüs France en disant, mais nous on connaît une fille des Verts là, elle parle pachtoun, elle est à Calais depuis 1 an, elle connaît tout, et donc ils m'ont contacté, j'ai pris par la force des choses la direction de ce centre d'hébergement d'urgence pendant 1 an, quoi. Donc voilà, je suis sortie de cette expérience là vraiment très abîmée, j'ai été sous protection policière, enfin ça a été très très dur. C'était un contexte ultra particulier, ultra politique aussi. Enfin, je travaille pour Emmaüs France, donc déjà c'est un truc symboliquement hyper fort, hein. Tu signes, il y a la photo de l'abbé Pierre sur ton contrat de travail, tu vois, donc t'as la petite larme et tout, tu te dis waouh, là je vais faire un truc de ouf. Et puis la réalité, c'est pas ça, quoi. C'est la gale, la mafia, c'est les problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins. Donc voilà, du coup j'étais dans une situation où je me suis dit, mais en fait, je suis trop jeune, c'est trop dur, c'est beaucoup trop violent. Et donc à ce moment-là, j'arrête et je suis repartie à Lille. On est en 2010, les élections régionales ont eu lieu, les écolos ont fait des super scores. Moi, je suis adhérente depuis 2006, depuis que je suis étudiante. Et donc, ils cherchent quelqu'un à la région pour prendre un poste de chargé de com. Et là, je me dis, mais oui, on va aller se cacher tranquillou, on va aller faire le truc. Pourquoi je suis bac+5 à Sciences Po? C'est quand même pour faire des trucs comme ça. Donc, on a été pas très sages, on est allé se tester. Maintenant, on va revenir dans le droit chemin, quoi. Et je crois qu'en fait, le droit chemin n'était définitivement pas pour moi. Donc voilà. Et ça a duré pareil 1 an. Et au bout d'1 an, j'avais toujours cette envie d'entreprendre qui était née dès la sortie de mes études. Mais à l'époque, j'avais pas de pognon, j'étais beaucoup trop jeune et voilà. Et puis, j'avais cette envie d'engagement fort, quoi. De maintenir cet engagement fort, mais plus au prix de ma sécurité, de ma santé. Et donc voilà, j'étais en recherche de ça, à la fois de revenir sur l'écologie qui était un truc essentiel, même si bien sûr l'engagement social y restait fort pour moi. Et puis à la région, et globalement parce que j'étais un cadre des Verts aussi, j'avais un mode de vie que je trouvais vraiment à 1000 km de ce que je défendais. C'est-à-dire j'écrivais des textes pour dire qu'il faut faire la transition écologique et tout ça. Puis après je prenais des heures de transport, j'étais représentante des Verts français au Parti vert européen, donc en plus je voyageais à l'international pour ça, et je travaillais 70 heures par semaine, je mangeais n'importe quoi, j'avais pas le temps de cuisiner, et je me suis dit, mais il y a un truc qui déconne, mais complètement en fait. Ça allait pas du tout bien, je me sentais pas du tout en cohérence, j'avais des grosses angoisses et tout ça. Je me suis dit, ok, j'ai pas mal bifurqué, mais là c'est le moment où on se pose et on écrit ce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin pour être bien, et vraiment, vraiment, vraiment envie pour être heureux, quoi. Et là, tout de suite, la question de la vie à la campagne, elle s'est posée. Alors même que je ne l'avais jamais envisagé avant. C'est-à-dire que le Café Librairie, par exemple, c'était mon projet de fin d'études. Et puis ce projet n'était pas mort, en fait. Il était là encore. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré Adrien. Et vraiment, c'était une rencontre, quoi. Et on s'est dit qu'il se passait un truc. C'est-à-dire que lui, il avait vécu en squat, sur un engagement très radical, mais où c'est pareil, la question de se construire soi et construire sa vie n'existe pas du tout. C'est tout pour la lutte. Et donc, on s'est vraiment rencontrés à ce moment-là. Et on s'est dit de quoi on a besoin, de quoi on a envie. Et 6 mois après s'être rencontrés, on a pris une ferme ensemble. Ça, là aussi, mes parents, nos familles étaient un peu en mode « Mais vous êtes sûrs ?» Ouais, on est sûr, on est vraiment sûr. Et donc on l'a fait, on n'a pas hésité en fait. Lui, il savait que c'était la vie agricole.
Moi, je savais que c'était la ruralité et le café-librairie, et on a sauté le pas. Et puis à un moment aussi où il y avait peu de récits, en fait. C'était compliqué d'avoir des rôles modèles de gens qui avaient des parcours de réussite à la campagne et qui avaient osé, quoi. En les cherchant, on les a trouvés. Mais avant, on les avait pas en tête. Vous vous souvenez de la réaction de votre entourage, urbain ou pas d'ailleurs, quand vous avez annoncé ce projet-là ? Ouais, pour tout le monde, c'était un renoncement à une carrière éventuelle. C'est-à-dire... Tout ça pour ça, quoi. Ouais, gros. Exactement. Ouais. Ça, vraiment. Avec en plus cette idée un peu jugeante que... je pense que si on est plutôt bien doté, on va dire, ouais, tes parents t'ont payé des bonnes études et toi, tu... Mais moi, c'était encore plus mal jugé parce que je m'étais battue pour l'avoir et j'en voulais pas... Et j'en voudrais pas. Enfin, il y aurait un truc comme ça. Et moi, je leur ai dit, mais non, en fait, je vais réussir à la campagne. C'est pas... je vais renoncer à tout et je vais vivre comme une ermite. Non, je vais réussir à la campagne. Et ça, non, en fait, les gens n'y croyaient pas. Enfin, mais même nous, on n'arrivait pas à le formuler comme ça, nécessairement. Bien sûr. Il faut quand même avoir une sacrée conscience de soi, connaissance de soi, déjà, pour dire non, je vais muser dans tel job, je sens que ça m'attaque la santé. Dans votre livre, vous parlez de vertige que vous avez ressenti dans votre dernier travail à Lille, j'imagine. Enfin, vous aviez quoi, même pas 30 ans ou 30 ans à peine à l'époque. Il y a quand même peu de gens qui, à cet âge-là, en tout cas de ma génération, savaient dire stop déjà et pouvaient dire maintenant c'est ça qu'il me faut, quoi. Ça demande, je ne sais pas si c'est une force de caractère, mais en tout cas une sacrée connaissance de soi. Déjà, j'ai des parents qui sont très orientés par la psychanalyse et on m'a appris très tôt à mettre des mots sur ce que je ressens et à l'écouter. Et le discours chez mes parents, ça a jamais été t'as mal quelque part, vas-y, continue, avance dur et tout ça. Ça a toujours été, en fait, tu vois, peut-être que ton corps te dit quelque chose sur lequel tu n'es pas capable de mettre des mots, c'est mieux de l'écouter parce qu'en fait, ça ne va pas s'arranger, ça va juste s'exprimer autrement. Tu peux mettre de la crème sur ton eczéma, mais en fait, ça va sortir d'une autre manière. Et donc, je n'ai jamais envisagé de me cacher derrière mon petit doigt face à des choses que je ressentais dans le sens ressentir physiquement ou dans le sens ressentir émotionnellement. Et je pense que ça m'a beaucoup servi dans la vie, en vrai. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je disais beaucoup sur le bouquin. Avant le Covid, les gens qui venaient à moi suite à des moments de rupture dans leur vie. Souvent, ils témoignaient de j'ai eu un burn-out au travail, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu un enfant, j'ai eu un enfant. Et en fait, ces moments-là sont des moments de questionnement très forts où on peut passer et dire je continue pareil, ou pas toujours d'ailleurs, parce que des fois, il y a trop de symptômes, c'est la dépression, c'est plus pouvoir aller au boulot, plus pouvoir prendre les transports en commun ou conduire. Et les gens disent en fait, je peux plus, j'y arrive plus. À ce moment-là, ils cherchent un échappatoire et là, ils se disent peut-être qu'il y a une autre vie qui peut m'attendre. Et ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que ce choc-là, il a été collectif au lieu d'être individuel. Et ça a été quelque chose de particulier. Mais moi, du coup, pour le coup, j'ai pas attendu que ce soit un très gros choc individuel. À un moment où je me sentais pas à ma place, où j'ai eu un petit malaise, je me sentais pas bien, j'arrivais plus trop à prendre l'ascenseur, par exemple. J'ai travaillé au 7e étage d'une grande tour, et je me sentais mal, en fait. Et je me suis dit, mais il faut écouter ce truc-là. Parce que cet ascenseur, je l'ai pris 1000 fois, et là, aujourd'hui, je me sens enfermée dedans, donc il y a un truc qui va pas. Et je pense qu'il y a des gens, ils auraient attendu peut-être bien plus loin que ça. Que ça pète, ouais, bien sûr. Oui, j'avais des mal au dos, tout ça. Et mon médecin, à l'époque, m'a dit, je voulais des anxiolytiques ou des trucs pour prendre l'ascenseur. Et il m'a dit, mais vous avez 27 ans. Je vais pas faire ça, en fait. Donc, il m'a dit, bon, alors voilà, valériane, passiflore, je sais pas quoi. Puis après, il m'a dit, on se revoit dans un mois. Et puis un mois après, il m'a dit, mais il m'a fait l'ordonnance, il m'a écrit sur le papier, changer de boulot. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, bon après, j'imagine qu'il l'aurait pas dit à une caissière qui cumule 2 boulots et qui, voilà. Mais il voyait bien que j'avais l'âge et la capacité de faire autre chose. Et puis surtout que c'était peut-être pas souhaitable que je reste là encore 10 ans. Enfin, ni possible, vraiment, en fait. Quand on est arrivé ici, on n'avait pas de diplôme agricole, pas d'expérience, pas de pognon, évidemment, mais on avait vachement de courage. Donc on s'est dit qu'on allait y arriver quand même. Et
Et donc, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait, on a réussi. Mais il y a eu quand même quelques étapes. Donc, il y a eu 2 ans d'expérimentation pour monter les dossiers, obtenir les diplômes, enfin, qu'Adrien obtienne son diplôme agricole. En l'occurrence, on s'est un peu réparti les tâches. Donc, on a monté une structure associative au départ, l'association Micamo, qui existe encore aujourd'hui, qui porte la partie café-librairie. Ensuite, Adrien a créé l'entreprise agricole. Et en fait, on a fait le choix de ne pas avoir la propriété privée individuelle. Donc ça faisait partie de notre charte de valeurs. Et donc on a fait le choix de la propriété collective des moyens de production. C'est un peu barbare dit comme ça, mais à l'époque c'était le début et on trouvait ça très chouette. On avait vu ça au Larzac. Il y a l'idée de se dire qu'on ne veut pas spéculer sur les terres, on veut ouvrir la propriété des terres à d'autres gens. Et évidemment, en plus, il y a un enjeu d'accès au foncier qui est très compliqué pour les jeunes agriculteurs parce que rentabiliser l'achat des terres, c'est quasiment impossible. Donc en fait, tu rentres dans une logique spéculative où tu vas payer toute ta vie la dette que tu dois à la banque dans l'espoir un jour de revendre plus cher pour couvrir les frais qui étaient liés à ça. Enfin, n'importe quoi. Donc on s'est dit, on veut pas de ça. Et puis surtout, on voulait pas... Enfin voilà, on n'était pas issus du monde agricole, on était quand même relativement humbles. Et on avait vu des gens foirer aussi, parce que quand on a commencé à aller voir plein de gens, on avait vu des gens qui avaient arrêté pour plein de raisons différentes. Donc on s'était dit, on veut pas se mettre un boulet au pied et se dire qu'on pourra jamais partir. Et se dire, si un jour on doit partir, on veut ou on doit, on peut en fait. Mais par contre, ce qu'on aura construit sera pas détruit parce qu'on pourra céder. D'accord. Et ça marche ? On est allé jusqu'à 126 copropriétaires. Je pense que l'objet dans les 10 années qui viennent, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait promis aux premiers porteurs de projet, c'est d'alléger, je pense qu'on va revenir à autour d'une 40aine, 50aine, déjà pour libérer l'épargne qui a été engagée. Et là, on a eu une assemblée générale au printemps, et c'est super parce qu'en fait, les gens qui sortent, ils sortent tous pour aller financer d'autres projets, du maraîchage, une installation d'une jeune en brebis allaitante, un projet d'écolieu avec une école alternative. Enfin, c'est génial en fait, se dire qu'on a réussi à dire aux gens l'épargne citoyenne, c'est quelque chose qui a du sens. Ils l'ont tellement compris que quand ils récupèrent leurs sous, c'est pour faire d'autres projets. Donc l'idée, c'est de libérer cette épargne pour ça et de simplifier quand même un peu parce que c'est vrai que créer des AG tous les ans ou tous les 3 ans... à 125 personnes. Mais en tout cas, nous, on en était très fiers et très heureux. Enfin, ça fait partie aussi de nos outils de résilience dans les moments difficiles. C'était le socle de gens qui étaient associés au projet. D'accord. Vous vous souvenez des débuts, quand vous avez eu les clés de la ferme, que vous êtes installés? Est-ce que c'était un long fleuve tranquille ou c'était Pas comment? du tout, c'était super hardcore. En fait, on est arrivé, la maison n'était plus habitée depuis longtemps. C'était une vraie passoire énergétique. Il y avait 0 isolation, mais zéro. C'était à quelle saison? Vous vous souvenez ou pas? On est arrivé en novembre. Oh. À l'arrière de la maison, il y avait la partie salle de bain, toilette et chaudière. C'était du fibrociment, le toit. Quand on passait la serpillière, dans la salle de bain, il fallait la passer au sol, sur les murs et au plafond, parce que tout était moisi. Ah. Et le gel douche gelait dans la douche, il fallait le dégeler avant de se laver. Enfin voilà, c'était vraiment fou, quoi. La chaudière était pourrie, évidemment, une vieille chaudière fioul, il fallait mettre les mains dedans tout le temps. On avait une cheminée à Trouvert, donc en fait ça refroidit la maison, c'était une catastrophe. Donc on avait vraiment, enfin je veux dire, il y avait 0 confort. Et d'ailleurs c'est encore on a quand même assuré un minimum quand on a eu un enfant, mais on a vraiment tout misé nous pendant 10 ans sur l'activité, enfin la priorité à l'activité. On a quand même accepté d'avoir des conditions de vie qui étaient assez dégueulasses. Et aujourd'hui, si je dois réfléchir à comment ça va se passer dans les 10 années qui viennent, je pense que améliorer les conditions de vie au quotidien, c'était pas rien. Et puis surtout, on était vraiment fauchés. Enfin, donc du coup, c'était aussi un acte militant, mais bon, ça allait avec le package de la vie alternative. On était friganes, donc on faisait les poubelles 2 fois par semaine des supermarchés du coin et toute la transfo qui allait derrière. Après, on a bossé sur notre autonomie, mais quand t'arrives, faut le premier printemps, et puis tu connais pas encore la terre, donc voilà. Donc l'autonomie alimentaire du foyer, ça prend 2, 3, 4 ans, même plutôt 5 en vérité. Et t'y es pas totalement, mais t'as l'entraide paysanne pour... Voilà, donc c'est pareil, on avait donné des coups de main dans des fermes alentours pour avoir du pain, de la bière, des trucs en échange. C'était vraiment épique. Et puis surtout, toutes les démarches administratives sont folles. Enfin, quand on n'est pas préparé, c'est quand même... l'installation agricole, c'est un parcours du combattant. Ouais. Les banques nous regardaient... c'est marrant parce qu'en fait, hier, j'ai croisé le banquier qui nous a suivis au tout départ. C'est le mec qui nous a fait confiance, quoi. Il s'appelle Sébastien Gray. Il nous a quand même signé un prêt habitation
alors qu'on était au chômage et au RSA, et que notre projet, il était lunaire. Et il nous a fait confiance, vraiment. Et du coup, je lui ai redit merci parce qu'à l'époque, en fait, les gens ont cru en nous, alors que nous, on y croyait à fond, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on nous a suivis, les élus locaux nous ont suivis, ils nous ont fait confiance en sincérité, en fait. Et ça, c'était très fort. Et en fait, c'est toujours ce que je dis aux porteurs de projets qui me disent « Ah, c'est dur, je pleure. » Parce que oui, tu mets plein d'espoir, mais il y a tout le temps des trucs qui marchent pas comme tu avais prévu. Des trucs, tu te rends compte que t'es tout petit, en fait, par rapport... parce qu'au début, on s'est dit 2 hectares, c'est pas beaucoup. Mais ouais, mais on n'était pas mécanisé, on savait même pas se servir du tracteur. Ouais. Et donc, du coup, 2 hectares, c'est pas beaucoup. Mais quand on a commencé à faire notre pépinière sur 1000 mètres carrés, déjà, on était dépassés. On voyait le champ de l'autre côté, on disait... On va pas y arriver, ça va être trop dur, quoi. Puis en fait, si, t'y arrives. De fou. Puis en fait, on a une énergie à ce moment-là. Et ce que je dis aux porteurs de projets, c'est... Mais vous n'imaginez même pas à quel point ce qui vous paraît dur aujourd'hui sera le meilleur dans 10 ans, quoi. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui meurent en n'ayant jamais eu la chance de vivre ça. Et en ayant toujours eu le regret de ne pas avoir osé le vivre. Donc en fait, ouais, c'est dur, ça rend triste des fois, ça fait mal au corps ou ça fait des doutes. Mais c'est aussi ce qui renforce les collectifs, ce qui renforce les liens avec les gens qui sont autour, dans les couples. C'est parfois ce qui sonne la fin des couples aussi, hein. On a beaucoup de gens en projet collectif ou en projet de conjoint où ça ne marche pas comme c'était prévu. Mais en fait, en vrai, c'est pas grave. Je veux dire, ce que je dis toujours aux porteurs de projet, je leur dis, mais vous avez quel risque ? Le risque d'échouer. Et c'est pas grave. Je veux dire, au pire, vous ferez autre chose. Et c'était l'étape qu'il vous fallait pour faire autre chose. Sans ça, vous n'auriez pas eu l'énergie de partir et vous seriez resté dans votre boulot de merde à être mal et à faire des crises d'angoisse. Si c'était ça l'étape, c'est pas si grave que ça. Est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir, un épisode ou une période que vous avez vécue depuis que vous êtes installée à Sixte, au cours de laquelle vous vous êtes sentie vraiment vivante ? Ça, c'est marrant parce que pour moi, la période où on se sentait le plus vivant, c'est celle où c'était le plus dur. Et je pense qu'on avait ce sentiment d'aller chercher nos limites et en même temps d'aller chercher l'essence de notre vie, quoi. Déjà, il y avait un effet de groupe qui était très fort parce que il y a eu 2 chemins en fait à la réaction de notre choix de vie. Il y a ceux qui ont jugé, douté, regardé à distance en disant oui on va venir vous voir, oui bien sûr, oui, puis qui sont jamais venus, quoi. Et puis il y a ceux qui ont eu de l'appétit de partager ça. Et en fait il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais vous allez partir vous isoler à la campagne, alors qu'en fait on n'a jamais été aussi entourés qu'au début de ce projet, avec une énergie, déjà un rapport au corps qui change, qui est totalement différent, moi, que j'ai adoré, vraiment. Pour moi, là, il y a eu un truc fondateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu la conscience que j'étais capable de faire des choses et j'avais plus de limites, quoi. Parce que avant qu'on parte, j'avais beaucoup de doutes sur mes capacités à faire. Notamment, j'avais pas mal de symptômes dans mon ancien boulot où j'avais mal au dos, devant l'ordinateur toute la journée. En plus, je suis grande, enfin, c'était une cata, quoi. Du coup, je m'étais dit, en fait, je vais jamais être capable de travailler avec mon corps. Alors qu'en fait, j'ai plus jamais eu mal au dos après quand je travaille pas dans un bureau. Et en fait, le premier stage où j'ai accompagné Adrien dans la vie agricole, je me suis bloqué le dos. Et je me suis dit, je vais pas y arriver, ça va être trop dur et tout ça. Et Loïc et Isa, qui étaient nos maîtres de stage, étaient vraiment magiques. Enfin, je veux dire, on leur doit tout. Quand ils nous ont accueillis, ils nous ont vraiment accueillis, en fait. Ils nous ont offert un parrainage-marrainage dont on n'aurait jamais pu espérer qu'il soit celui qu'il a été. Ils nous ont dit, en fait, c'est OK d'avoir peur, c'est normal que ce soit dur, c'est normal que ça fasse mal, mais en fait, ça va aller, quoi. Et après, d'avoir pris conscience, en fait, qu'on était capable de faire beaucoup, du bûcheronnage, des tâches agricoles, etc., et de sentir ton corps qui change, de le voir changer physiquement. Enfin, moi, je me suis musclée, j'ai pris confiance aussi sur tout le bricolage, sur tous les trucs du quotidien. En fait, c'est un processus long, mais ça, c'est un processus de capacitation qui a été vraiment un état de choc au départ, où tu te dis, mais en fait, quel pourcentage de moi j'utilisais avant pour ne pas me rendre compte que j'ai toutes ces capacités-là
Et là, tu te sens mais plus que vivant. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'avant, tu ne vivais pas vraiment. Et même intellectuellement. Parce que du coup, en fait, j'avais l'impression d'être dans un cadre intellectuel stimulant. Mais en fait, il était hyper étroit. Et tout le monde avait les mêmes références. Et tout le monde... voilà. Et du coup, là, tu arrives dans un espace où tu es stimulé, où tu vas chercher des références que tu n'as pas, où tu as le temps de lire. Parce que quand même, en hiver, à la ferme... Voilà. Et puis t'es poussé à le faire et tu lis pas comme tu le faisais avant parce que c'est un acquis, surtout quand tu fais des études intellectuelles, tu lis aussi pour avoir les mêmes codes que les autres, pour pouvoir partager les mêmes sujets de conversation. Là, tu te mets à lire parce que ça te nourrit intimement, personnellement, parce que tu vas chercher quelque chose de différent. Et là, c'est des claques énormes en fait. Ce processus-là, c'est dans la difficulté qui fait révéler une intensité incroyable. Aujourd'hui, les choses sont apaisées, et on n'est plus dans cette énergie-là. On est plus dans l'énergie de la transmission, de la nécessité aussi pour que ce soit durable, de se respecter, de plus être dans des trucs à se prouver et tout ça. Mais cette séquence-là, elle nourrit encore très fort ce que je vis aujourd'hui. Quand on prend confiance dans sa capacité à faire face à la difficulté, ça rend libre en fait. Aussi, je sais que si j'ai pas un rond, que demain si je perds tout, ou même que le monde bascule, parce que voilà, ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui par exemple, ça crée beaucoup d'angoisse chez les gens autour de moi, je le vois, et tout d'un coup de se dire mais en fait on vit dans un espace où il y a beaucoup de luxe, moi je sais que sans tout ça je me démerde très bien. Et c'est vrai que j'aime bien avoir du chauffage en hiver, en vrai c'est quand même mieux. Mais on a dormi plusieurs années avec 12 degrés dans la baraque et on a survécu, quoi. Et en plus, on était heureux. Donc je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire que être capable de faire la différence entre le confort et l'essentiel, être capable de faire la juste mesure entre ce dont on a envie et ce dont on a besoin, et être capable de prendre pleinement conscience que, en fait, on peut avoir beaucoup d'ambition dans les combats qu'on mène, dans les chemins qu'on entreprend, bah aussi parce qu'on sait qu'on est libre d'échouer en fait. Et que si ça marche pas, bah c'est pas très grave. Vous l'affichez, c'est le nom de votre livre d'exode urbain. Est-ce qu'il y a vraiment un exode urbain ? Est-ce que vous l'avez constaté en 10 ans, 11 ans de vie ici ? Est-ce que c'est juste un gros mot pour faire peur aux citadins ? C'est quoi ? Alors, moi, l'exode urbain, je le souhaite profondément et je pense qu'il est nécessaire. Quand on regarde les projections à 2030, 2040 dans les centres urbains, les pics de chaleur, on peut plus densifier les villes. C'est pas possible. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va vivre autrement les territoires ? La concentration, le chemin de l'exode rural qui a existé et qui existe encore dans une certaine mesure. Tout à fait, après, je pense pas qu'on va mettre des universités à Sexuraf. C'est pas grave s'il y a une étape de la vie où on est amené à être dans la ville d'un point de vue utilitariste. La question, c'est quand on veut construire sa vie vraiment, il faut qu'on puisse la construire où on a envie. Et c'était le propos de ce bouquin. C'est-à-dire qu'avant le Covid, déjà, il y avait 57%, c'est une étude IFOP, 57% des urbains qui disaient que s'ils le pouvaient, ils quitteraient la ville pour vivre à la campagne. 81 qui disaient que le mode de vie rural était un mode de vie idéal. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont à la ville sans le souhaiter. Et moi, je dis pas que tout le monde doit partir. Je dis que on doit pouvoir choisir où on vit. Et ça, c'est pas hyper radical. Enfin, je veux dire, c'est déjà ce que je disais quand je me battais pour la liberté de circulation des personnes exilées. Et c'est de la même manière à l'échelle du territoire. Donc l'exode urbain, est-ce que je le vois venir aujourd'hui ? C'est difficile, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui, effectivement, font ces choix de vie. Je vois aussi les stats des ventes de maisons dans les territoires ruraux et tout ça, mais ça reste très inégal. Quand on est dans les communes du centre-Bretagne, de l'Auvergne, du Limousin, on va se dire que c'est pas les mêmes flux, ça reste. Et puis alors encore pire quand on est dans l'est de la France, par exemple, où on a des territoires ruraux en déprise très forte et où il y a très peu de perspectives de renouveau. Donc c'est pas si franc que ça, hein. Mais je pense qu'il y a un mouvement quand même qui est enclenché parce que, pour moi, plus fort que ce qu'on constate réellement aujourd'hui, parce que ça reste court terme en fait par rapport à post-Covid, c'est culturel en fait. C'est que culturellement on est en train de renverser, et c'était mon souhait principal pour ce bouquin, renverser la
la vision que les gens ont de ce que veut dire partir vivre à la campagne. Et aujourd'hui, c'est devenu associé à l'accomplissement de quelque chose dans une vie et plus le renoncement à la compétition dans l'espace urbain. Et ça, rien que ça, pour moi, c'est une victoire énorme. Ouais, bien sûr. Énorme. Et une fois encore, par ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui adorent vivre en ville et c'est génial pour eux. Et en plus, l'exode urbain, c'est le meilleur moyen pour eux d'avoir une vie en ville qui soit qualitative. Oui, clairement. Donc, il va falloir que certains restent, de toute façon. C'est ça. En fait, je suis au service des gens qui aiment la ville, vraiment. Et de ceux qui aiment la campagne, de fait. Ok. J'imagine que vous donnez des conseils. On vient vous chercher pour des conseils sur moi aussi, j'aimerais faire comme vous. J'aimerais quitter la ville et vivre à la campagne. Est-ce qu'il y a un conseil qui revient ? Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens-là ? Souvent, ce qui m'est demandé, en fait, c'est de rassurer. En fait, les gens, ils ont des inquiétudes, ils ont plein de peurs, ils ont plein de projections. Et ce qu'ils me demandent, c'est pas tant des conseils que de les conforter dans ce qui est déjà leur choix. Mais ils ont le contre-feu de tous les gens qui leur disent « Mais t'es dingue, mais pourquoi tu vas faire ça ? Mais t'aimes pas ton boulot ? T'es payé combien ? Mais tu rigoles, t'es payé 4000 balles par mois et tu vas aller vivre à la campagne et faire je sais pas quoi, mais tu vas rentrer au bout de 2 ans parce que t'en pourras plus te crever la dalle. » Du coup, avoir un message positif, ça c'est une étape de dire écoutez-vous, si c'est ça qui vous appelle, c'est vraiment important. Enfin voilà. Les peurs, c'est je vais être trop dépendant de la voiture, je vais être. Mais ça c'est absurde. Enfin, je veux dire, les gens qui me disent ça me font juste rire parce que c'est des gens qui passent 50 minutes à 1h30 dans des transports en commun bondés qui sont pas fiables et où en plus maintenant il y a le Covid tous les jours qui me disent mais t'es dépendante de la voiture. Vivre à la campagne, ça n'est pas nécessairement vivre dans un hameau isolé. On peut vivre dans un bourg où ici il y a une boulangerie, une école, la médiathèque, le médecin, et pourtant on est un village de 2000 habitants. La grande commune c'est Redon, c'est à 20 minutes, c'est là-bas qu'il y a le vrai accès à tout, les supermarchés et tout ça. Mais en tout cas, de fait, c'est pas si franc que ça. Et puis la question, c'est de choisir ses contraintes. Le monde parfait n'existe pas. Il y a d'autres modes de transport, il y a d'autres modes de mobilité, et il y a d'autres modes de vie liés à cette mobilité qui existent en zone rurale que la voiture individuelle à tout bout de champ. Vous mentionnez dans votre livre un carnet de rêves que vous avez rempli avec Adrien, je crois, avant même de vous installer ou au début de votre installation. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ? Donc effectivement, c'est un carnet qu'on a écrit ensemble et qu'on a appelé carnet de rêves parce que en fait, on venait de 2 vies qui étaient très différentes et on avait de fait des aspirations qui étaient très différentes. Et donc, on s'est dit que pour essayer d'harmoniser tout ça, il allait falloir qu'on y travaille un peu. Et donc, on a commencé à écrire ce qui pour l'un et pour l'autre était important, ce qui pour l'un et pour l'autre étaient nos limites. Et puis, on a commencé à s'autoriser à rêver ensemble cet espace-là. À le dessiner, à l'imaginer, à se dire, comment on voudrait qu'il évolue avec le temps. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui nous a accompagnés, vraiment longtemps. On l'a repris à 3-4 ans après qu'Adrien se soit blessé. Et donc, ça a été une étape difficile où on s'est dit, peut-être que la ferme va s'arrêter parce qu'il a été reconnu travailleur handicapé. On a dû adapter son poste de travail au handicap. Et à ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête, Là, on était vraiment face à la possibilité que ça s'arrête. Et à ce moment-là, on s'est dit, si on continue, il faut qu'on fasse un vrai point d'étape. Et donc, à la fois, il a fallu adapter le poste de travail au handicap, mais il a fallu aussi, pour nous, qu'on repose les choses, en fait, de ce pourquoi on était là, ce qu'on voulait en faire. Donc voilà, on s'est dit, où on en est par rapport à ce qu'on voulait vraiment en arrivant, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif et qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Et par exemple, Adrien a dit, en fait, je veux vraiment des vaches. Et c'était dans notre carnet de rêve, il y avait des vaches, Et moi, j'avais toujours dit, non, des vaches, mais non, on peut pas tout faire. Et puis, il m'a dit, non, c'est vraiment important pour moi. Et donc, voilà, on s'est retrouvés à prendre des vaches 8 ans après être arrivé sur la ferme. Donc, je pense que c'est essentiel aussi parce que ce que je disais sur l'histoire des rôles modèles. C'est difficile de trouver en fait des projets qui nous ressemblent vraiment parce que
parce que c'est très personnel ce qu'on va faire, il n'existe jamais vraiment un truc semblable. Et donc, en fait, la première chose avant de pouvoir réaliser un projet, c'est de le rêver, quoi, et de s'autoriser à le rêver. Donc, j'incite beaucoup les gens à faire ce carnet de rêve. Ça permet de prendre la mesure aussi de la part qu'on a réussi à accomplir et de celle qui ne s'accomplit pas, parce que c'est normal, en fait. On est des êtres humains et on ne vit pas dans un monde de rêve. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est un exercice qui est intéressant pour des gens qui sont seuls, pour des gens qui sont en collectif, pour des gens qui sont en couple. Passer par le carnet de rêve, c'est s'autoriser à rêver la vie qu'on va construire. Donc, je pense que c'est une étape importante. Vous êtes élu au Conseil régional de Bretagne depuis 2021, si j'ai bien compris, c'est ça ? C'est ça. Donc, on comprend bien dans votre discours que c'est la suite d'un engagement qui est né très tôt. Une question très basique, comment on fait pour cumuler toutes ces casquettes ? D'être élu, d'avoir un business à faire grandir, etc. Comment on trouve de l'énergie ? Je sens qu'il y en a plein chez vous. J'aurais pas pu faire ça quand on a monté le projet. En gros, nous, le montage de projet, c'est à peu près 5 ans. Ensuite, j'ai eu un enfant. Ouais. Donc, c'était aussi un choix pour moi de consacrer du temps à ma fille. J'ai allaité pendant 1 an. Donc, c'était pas non plus le moment où je souhaitais faire autrement que ça. Donc, moi, je consacre du temps à ce qui me paraît vraiment important sur le moment. Et après, en l'occurrence, le Café Librairie, par exemple, où j'ai été au bar au quotidien pendant plusieurs années, ça fait plus de 4... En fait, je pense que c'est depuis qu'Adrien s'est blessé et que j'ai eu besoin de retourner vraiment auprès de lui sur la partie agricole, que je suis plus au bar, quoi. Donc, qu'il y a quelqu'un qui est salarié et que je suis juste en backup. De fait, ça... Là, à un moment, on était à un stade de maturité du projet qui me permettait d'aller retrouver de l'investissement politique. Je pense que c'était hyper fort en moi depuis toujours. Partout où je vais, de toute façon, je fais de la politique parce que c'est comme ça que je suis construite. Et donc voilà, la région, pour moi, c'est l'échelon le plus fort pour les écologistes, c'est le plus pertinent. Aujourd'hui, on est dans l'opposition, mais on a quand même fait le plus haut score que les écolos aient jamais fait en Bretagne, donc on peut être fiers du boulot qu'on a fait. Et on va cranter et on va essayer d'aller chercher la région Bretagne la prochaine fois. Mais pour moi, c'était le moment, quoi. Et j'ai organisé les choses pour pouvoir le faire, en fait, simplement. On peut pas tout faire en même temps, j'y crois pas. Ouais, okay. Et en tout cas, on peut pas tout bien faire en même temps. Et puis, il y a autre chose, c'est que pendant 11 ans, j'ai œuvré sur le terrain, au quotidien, pour ce qui me paraissait être utile, la culture en zone rurale, la proximité, le lien social, l'agriculture biologique, l'expérimentation en permaculture, défendre auprès du grand public et des chefs un autre rapport au vivant, au végétal et tout ça. C'était important. Mais voilà, on a aussi mangé sur les dernières années les conséquences de la condition paysanne sur nos corps. Et en fait, c'est pas rien. Le changement climatique à un niveau... en fait, j'en avais l'intime conviction, toujours, puisque j'étais écolo et que je me battais pour ça, déjà il y a 10 ans. Mais en fait, de le vivre, c'est pas pareil. Là, sur les 3 dernières années, les grêlons gros comme des balles de ping-pong au mois de juillet, la canicule en juin, 50 degrés, on a cramé des sarriette et des fenouils. Enfin, quand tu vois tes plantes qui brûlent dans ton champ, pas brûlées genre séchées, hein. Non, elles sont devenues noires, comme si elles avaient été brûlées au feu, quoi. Moi, j'ai lu les rapports du GIEC, tout ça, depuis Sciences Po, Rio, machin, donc je l'avais en tête. Je peux pas dire que je l'avais pas en tête, j'en étais intimement convaincue. Mais là, il y a quelque chose de sensitif qui prend une puissance incroyable. Enfin, les tempêtes, Et en fait, à un moment, on se dit, je peux pas rester là. On avait vraiment, en tout cas, moi, le sentiment que j'avais, c'est qu'on avait créé un oasis où on se sentait vachement en cohérence parce que voilà, on était dans notre univers, on poussait la biodive, on était émerveillés par les salamandres, les serpents, les trucs merveilleux qui venaient vivre chez nous parce qu'on avait créé ce stylo de biodive. On était heureux d'accueillir les gens et de partager avec eux cette expérience, de faire grandir notre fille dans ce cadre-là, de la voir manger les légumes qu'on avait produits nous-mêmes, d'être autonome sur notre quotidien, de remplir des montagnes de bocaux et de se dire à chaque fois qu'on en donnait, qu'on semait un peu ça et tout ça. Mais t'as quand même un peu l'impression de créer l'oasis au milieu du désert, quoi. C'est-à-dire qu'autour, t'as le désert qui gagne et toi, t'essayes de te dire que dans ta bulle, ça va être magnifique. Et puis, à la fois sur la condition paysanne, parce que sur les dernières années, on a quand même eu des collègues qui ont pris très très cher, quoi. Des suicides, des éleveurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. L'espace auquel on appartient, le monde paysan, il est en train de crever, quoi. Et la planète aussi. Et moi, je vais rester dans ma bulle de cohérence, hyper fière de ce qu'on a créé, gna gna gna, où à un moment, j'ai conscience que j'ai des outils pour aller me battre et j'ai envie d'aller un peu plus au fight, quoi.
Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a ramenée à l'espace politique. C'est qu'à un moment, j'avais trop de colère. Je pouvais pas accepter d'être en situation d'impuissance choisie. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis que vous êtes installée ici ? Tout. C'est ouf. Vraiment. Enfin, je veux dire, je pense que c'est compliqué d'avoir un boulot salarié dans lequel on n'est pas bien, que tous les choix qu'on fait sont des choix qui sont de fait liés à des choses intimes, mais quand on crée son entreprise, et plus encore quand on crée un projet comme ça qui repose à fond sur ses valeurs et sur... On réalise quelque chose de soi. Donc nécessairement, c'est dur quand ça marche pas, par exemple. On se dit si ça marche pas, c'est parce que je suis une mauvaise personne, je suis pas à la hauteur du truc. Donc faut apprendre à se détacher du projet, ou pas. Ou alors faut apprendre à prendre les coups et à se dire que bah oui, en fait, on est dans ce processus-là, et qu'il est un peu douloureux, mais qu'il est nécessaire, et qu'en vrai, il est passionnant. Donc voilà, du coup... moi, j'ai tout appris. Enfin, je veux dire, j'ai appris la réussite et l'échec. J'ai appris l'exposition et le fait d'être cachée pendant 10 ans dans mon coin. J'ai appris à gérer l'individuel et le collectif. J'ai appris à merder plein de trucs et à pouvoir accuser personne d'autre que c'était plus la faute de mon chef qui était nul. C'était plus... Enfin, tu sais, il y a toujours un petit peu ce truc-là aussi dans le salariat où tu te dis... des fois, tu peux te faire preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi. Évidemment que tu apprends à une vitesse accélérée. Et j'ai l'impression qu'en 10 ans, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai mûri à une vitesse incroyable. Incroyable. Je pense que c'est un peu la partie de développement personnel du projet, quoi. Qui n'est pas, pas la plus simple. Hein. Bah, y a une quête de soi dans cette vie-là qui n'existe pas dans l'espace compétitif, qui n'existe pas dans la machine, en fait. Et il y a un vrai empuissancement. C'est quoi être une femme dans l'espace agricole ? Eh ben, c'est pas rien. Et je pense qu'il y a un truc hyper intéressant qui est en train de se créer aujourd'hui autour de ces questions-là. Il y a 10 ans, quand on s'est installé, déjà être néo-ruraux, c'était une révolution. Donc on pensait pas forcément ces questions-là de cette manière-là. Aujourd'hui, moi, je me reconnais comme écoféministe. Et du coup, nécessairement, dans les choix que j'ai faits, il y a des choses avec lesquelles je suis pas forcément toujours aussi OK que je l'étais. Le monde paysan est hyper sexiste. Pas seulement parce que y a que des mecs qui sont exploitants principaux, mais aussi parce que, en fait, tout le système est fait pour être sexiste. C'est-à-dire que, par exemple, la MSA m'a toujours considérée, à partir du moment où Adrien est exploitant principal, parce que c'était lui qui avait la capacité agricole. Je pense qu'aujourd'hui, si on s'installait, j'aurais peut-être plutôt la revendication d'avoir cette capacité, mais bon, je sortais de mes études, j'avais pas envie d'y retourner. Pour nous, c'était qu'un outil. Au final, tu te rends compte dans le système que c'est pas qu'un outil. En fait, la capacité agricole, c'est la reconnaissance de ta place dans l'exploitation. Moi, j'étais conjoint collaborateur pendant plusieurs années, donc ça veut dire que mon numéro de sécu était le sien. Voilà. Là, j'ai réalisé au moment où j'ai dû faire mon vaccin pour le Covid que je n'existais pas comme personne individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait biper ma carte vitale, c'est son nom qui sortait. Et je n'arrivais pas à obtenir mon premier certificat de vaccination parce qu'en fait, je n'existais pas comme personne parce que j'étais que la femme de mon mari, en fait. Et ça, c'est un truc quand même super hardcore. Parce que aussi, la sécurité Enfin, nous, après, on s'est mariés parce qu'on le souhaitait, hein, mais aussi, on te le dit, il faut le faire. Parce que c'est la protection en cas de choses graves pour l'un comme pour l'autre. Hein. C'est la séparation de biens qui fait que tu perds pas tout. Enfin voilà, c'est aussi une sécurité dans un espace où on sait qu'il peut y arriver, il peut se passer des choses où c'est pas vraiment comme c'était prévu et ça peut mal finir. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et puis après, il y a plein de choses symboliques dont on ne saisit pas nécessairement. Mais par exemple, le fait que moi, j'ai plutôt la gestion de l'autonomie du foyer, de la partie jardin, tout ça. Et ben c'est pas reconnu symboliquement. Ce qui est reconnu, c'est la prod, en fait. Il y a une répartition qui est assez entendue, en fait, des tâches dans le monde agricole. Et donc, voilà, la question se pose de la place des femmes dans cet espace-là. Symboliquement, c'est très fort. De notre place aussi en tant que mère, parce que on est dans des vies où il n'y a pas de dissociation entre la vie privée et la vie professionnelle, qui fait que quand les enfants arrivent avec la quantité de travail, encore, nous, on est en production végétale,
Donc, je suis pas face à la situation de t'as les vaches à les traire, t'as la contrainte du quotidien qui fait que là, à ce moment-là, il y a un gap énorme qui se crée. Et puis Adrien avait fait des choix à l'époque très féministes de dire moi, je prends du temps de travail, etc. Mais que tu le veuilles ou non, dans la plupart des fermes, l'arrivée de l'enfant, c'est un moment clé de bascule où tu deviens gestion de l'intendance, compta, tu restes au bureau parce que tu peux pas être dans les champs. Et puis, c'est le gars qui va gérer la partie prod. Et là, c'est des moments où des gaps sont très forts et se créent assez fort. Donc, être une femme dans le monde agricole, c'est compliqué. Les banquiers, ils te regardent comme une alien. Quand j'ai été candidate aux élections, pour les agriculteurs, j'étais pas une vraie agricultrice, en fait, puisque j'étais conjointe collaboratrice, où j'étais ensuite associée non exploitante. Gérer le commercial, par exemple, c'est pas considéré comme la vraie partie, alors qu'en fait, tu peux pas bouffer s'il y a pas quelqu'un qui vend les produits. Hein. Je veux dire, en fait, je pense qu'il y a une question aussi de concevoir autrement ce que c'est que cette vie agricole, enfin donner aux filles dans les centres de formation la compétence pour qu'elles avancent et qu'elles se sentent fortes et libres de faire les choses, lever du jugement, créer de l'entraide, et on a vraiment des groupes assez chouettes qui sont en train de se créer aujourd'hui autour de ça. Et puis affirmer aussi qu'en fait, être une agricultrice, aujourd'hui, c'est pas forcément revendiquer les codes virilistes des mecs. L'agriculture paysanne dans le monde, elle repose essentiellement sur des femmes qui font vivre des petites surfaces pour assurer l'autonomie quotidienne du foyer, avec une surproduction qui va venir permettre de couvrir les besoins qui sont non couverts par l'autonomie au quotidien. Et en fait, ce schéma-là, aujourd'hui, n'existe pas. Donc c'est aussi politique de le revendiquer et d'aller chercher d'autres modèles et de dire que on n'est pas obligé d'être éleveur en conventionnel sur des gros volumes hors sol pour être reconnu pleinement comme voilà, ça, like a real one. Et par ailleurs, je pense que dans la vie rurale en général, en tout cas, moi, j'ai la chance de vivre en Bretagne où le matriarcat est très fort, très très fort, où la place des femmes est très forte dans les foyers. On est sur des schémas familiaux qui sont durs aussi, mais où la place des femmes n'est pas anecdotique, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir ? Ce qu'on peut nous souhaiter à tous, c'est que les combats que je mène et qu'on mène pour l'écologie et la justice sociale fassent qu'on essaye de vivre dans un monde un peu moins pire que celui qu'on voit aujourd'hui, qui est quand même assez terrifiant et qui est quand même plein d'oasis qui arrivent à émerger. Enfin, moi, j'ai l'intime conviction que l'exode urbain, c'est un mouvement de l'histoire et que ça va pas s'arrêter demain. Donc, j'espère qu'il continuera tranquillement pour le meilleur. Il y aura sûrement des limites à ça, il y aura sûrement des contraintes, il y aura sûrement des choses à encadrer. J'ai aucun doute là-dessus, mais enfin, tant mieux, en fait. C'est un mouvement de société, donc il y a un processus qui est nécessairement long et complexe. Mais en tout cas, je le souhaite voir advenir, parce que je souhaite que tous ces gens qui rêvent puissent réaliser leurs rêves et vivre, partager cette joie, partager aussi ces difficultés et se sentir appartenir à une communauté, sentir la différence fondamentale qu'il y a entre la vie urbaine et la vie rurale, le refus d'un mode de vie qui a été construit depuis la révolution industrielle sur la consommation, la concurrence, la négation de l'individu au profit d'une machine qui veut que tu produises et que tu consommes, pour quelque chose qui me semble plus essentiel pour l'avenir, qui est l'entraide, le bonheur trouvé ou la joie trouvée à minima dans le fait de faire des choses plutôt que d'en posséder, de vivre des choses plutôt que d'en acheter, et de partager surtout. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est très difficile de l'imposer par la politique publique, cette valeur-là. Elle doit passer par l'expérientiel. Et je pense que les gens qui vivent ça, et c'est pour ça que j'ai créé le Café Librairie, c'est qu'en fait je me suis dit, en fait, à un moment, soit je fais des discours et je continue à faire du porte-à-porte comme une militante pour dire aux gens, je vous assure, c'est vachement mieux de l'autre côté. Ou alors leur offrir des parenthèses expérientielles où ils peuvent vivre ça et où ils peuvent se rendre compte de ce que ça veut dire et de combien c'est précieux et de ce que ça vaut. Donc je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, en tout cas par rapport à ce que je défends dans ce livre, c'est ça, c'est l'avènement d'un autre modèle de vie et d'avenir qui pourrait advenir grâce à l'exode urbain. Merci. Merci à vous.
C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Merci à Claire Desmar pour son accueil et pour son témoignage. Le livre de Claire, L'exode urbain manifeste pour une ruralité positive, est disponible aux éditions Terre Vivante. Si vous voulez réagir à cet épisode ou que vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage au micro de Laisse Béton, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Et puis, si vous aimez ce podcast, décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous. À très bientôt.